Merci de suivre votre magazine Kiosque, Madame, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 juin 2023 dans la capitale Kinshasa. Les conducteurs taxibus en grève. Ils protestent contre les tracasseries policières. Alors, c'est la raison pour laquelle nous commençons ce magazine un tout petit peu en retard. Alors, autre sujet d'actualité, c'est à l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés vont examiner ce lundi les rapports de la commission PAJ sur la loi portant répartition de sièges pour des élections présidentielles, législatives, provinciales et électorales. Autre sujet, c'est le sommet de la CIRGL tenu le week-end à Luanda. On parle du précantonnement de rebelles du M23 et du déploiement de la force de la SADC. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités qui sont au nombre de 3. Il y a Monsieur Didier Kamba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. En forme? Oui, très en forme par la grâce de Dieu, sauf que la circulation pour arriver ici n'était pas facile, mais Dieu nous a fait grâce de répondre à votre invitation et merci beaucoup. Ok, c'est votre première participation à Kiosque. Effectivement. Alors, nos téléspectateurs, auditeurs vont découvrir vos analyses. Autre invité, c'est Christian Moleka. Bonjour. Bonjour madame, bonjour pour l'invitation et merci de l'association de bas le matin. Même préoccupation, j'ai vraiment souffert pour ce lieu. Le transport est très compliqué. Et moi j'ai relevé quelques incidents en chemin. Par exemple, au niveau du quartier 1, il y a des jeunes qui sont en train d'attaquer avec des sachets d'eau tous les véhicules qui tentent de circuler, que ce soit les tricycles. Ils jettent des sachets d'eau. Il y a même un cas d'accident que j'ai partiellement vu. À Hindou, il y a des jeunes qui ont attaqué un camion qui transportait des boissons. Et donc ça s'est déversé sur le boulevard. Le pauvre, il a tout perdu dans sa cargaison. Donc il y a des cas comme ça, assez isolés, mais des jeunes qui s'attaquent, des badauds peut-être, qui s'attaquent à quelques véhicules qui circulent et qui lancent des jets d'eau. C'est pas intéressant pour la sécurité parce que ça menace également la sécurité de ceux qui sont dans les véhicules. Voilà, ajoutez à cela l'embouteillage ce matin. Alors, le troisième invité, c'est Pascal Oranger. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle et Toko. Bonjour à mes frères qui sont aujourd'hui ensemble avec moi sur le plateau. Je crois que nous allons continuer à nous exercer comme nous l'avons toujours fait. Une bonne gymnastique d'analyse des questions d'actualité. J'ai compris... Ils ont déjà abordé le premier thème en rapport avec la grève de conducteurs aujourd'hui, communément appelés chauffeurs, dans les conditions qui sont très déplorables parce que visiblement, lorsque ces gens ne travaillent pas, il n'y a pas vie, il n'y a pas circulation. Vous-même, vous aviez payé le prix. Mais la fondamentale question de cette grève, selon la SENCO, c'est que c'est contre les tracasseries policières. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? De mon point de vue, brutalement, je dis ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement un peu exagéré de la part de la police. Des infractions créées. D'un côté, je veux aussi aborder le comportement des conducteurs. Mais parce qu'ici, aujourd'hui, il s'agit de la dénonciation des conducteurs, il est de bonne loi que nous puissions nous aligner de leur côté pour dénoncer ce qu'ils estiment comme mauvais acte de la part de la police, la tracasserie. Est-ce qu'ils ont raison? Effectivement, ils ont raison. La fois dernière, nous étions sur le plateau ici, je vous abordais une question en rapport avec l'infraction de faux dépassement. Malheureusement, vous ne m'aviez pas laissé le temps. Aujourd'hui, on est rattrapé. Je suis au niveau de Baramoto. Un véhicule stationné devant moi par la police et je voulais maintenant prendre autre voie pour passer et un autre policier me barre la route, me dit vous aviez fait un faux dépassement. Je l'ai demandé juste d'entrer. Lorsqu'il entre, il constate, il voit mes photos avec beaucoup de généraux, il a peur. J'ai bloqué maintenant. Monsieur, faux dépassement voudrait dire quoi? Non, il ne savait plus m'expliquer. Il pensait avoir simplement l'argent de ma part, mais voilà, il est tombé dans un mauvais piège. Est-ce qu'il fallait l'aider? Il fallait le sanctionner. Je l'ai sanctionné de ma manière, mais je ne saurais pas le dire ici. Oh, imaginez que... Vous l'avez sanctionné comment? Je l'ai sanctionné parce que je l'ai amené jusqu'au poste
De la Tu vois, sur poids lourd, là où on a laissé les Oudjana, nous sommes dans la concession. Il dit, monsieur, tu vas descendre maintenant, nous allons chez votre colonel, vous allez m'expliquer l'infraction de faux dépassement de cette manière-là. Est-ce que c'est de cette manière qu'on t'a appris? Et moi, j'ai commencé maintenant à l'expliquer. Voilà le paiement, je le payais de cette manière-là. Et finalement, j'ai compris qu'il commençait à me demander pardon, je l'ai laissé et je suis parti. Nous avons des policiers visiblement mal formés, d'un côté. D'autres portent les uniformes, ils se retrouvent dans les artères publiques de cette manière-là et ils régulent la circulation. Ce qui n'est pas normal pour un État. D'autres, substantiellement, ils n'ont pas la formation, comme je le dis. Et pire encore, nombreux ne sont pas payés. Et ils se font payer de cette manière. Les paiements et les manques de formation. C'est là la responsabilité maintenant à la problématique, sinon au niveau de la réforme de la police. Moi-même, j'ai participé dans des sommets où on réfléchissait comment procéder à la réforme de la police. Il fallait un cadre de vulgarisation. J'en fais partie. Mais malheureusement, jusqu'ici, ça n'a pas suivi. Et nous avons un tel comportement, n'est-ce pas, dans les artères publiques qui nécessitent rapidement trouver solution pour que les policiers qui sont censés protéger et les personnes et leurs biens, dans le cas d'espèce ici, les véhicules et les chauffeurs, mais ces policiers ne font pas le travail tel que demandé par les autorités. Alors comment trouver la solution? La solution, c'est qu'il faut former la police ou les policiers. Il faut penser maintenant à leur paiement, la prise en charge, pour que finalement, lorsqu'ils sont là, ils fassent correctement le travail. De l'autre côté, il n'y a pas sanction. Mais ces dénonciations, c'est pas Il faut sanctionner. Chaque fois, on dénonce le paiement, le recyclage. Pourquoi ça tarde? Moi, je mets mon accent sur la sanction. Parce que lorsque nous faisons des dénonciations comme ça, les autorités de la police suivent. Quand la population crie, les autorités de la police suivent. Ils peuvent cibler, les autorités de la police, cibler les axes où les policiers font trop la tracasserie. Ici, c'est facile à citer ou à identifier. Ils peuvent envoyer maintenant les émissaires qui sont là, qui observent comment les policiers se comportent. Et facilement, on peut arrêter ces policiers-là, un à un. S'il faut les renvoyer de la police, on peut le faire. S'il faut les sanctionner, de quelle manière on peut le faire. Mais ça ne changera plus rien parce que vous avez évoqué Pascal, le problème de paiement. D'autres vont plus loin pour dire que c'est systématisé. D'autres disent que c'est systématisé. Ce qu'ils font là, c'est sous la bénédiction de leurs responsables. Et à la fin de la journée, il y a une part réservée aux responsables. Et voilà pourquoi on les laisse continuer à poser de tels actes auprès de la population. Si c'est ça, nous devons décourager. Et nous devons maintenant réfléchir comment prendre de nouvelles orientations. Merci Pascal. Didier Kamba, votre analyse également par rapport à cette situation de la grève des conducteurs de taxi. Merci, je vais rectifier un peu. Mon nom c'est David Ekamba. David, hein, ok. David Ekamba. Ok, par rapport à la grève des chauffeurs qu'on connaît aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut voir les choses profondément. Il faut chercher d'où vient la cause. Pourquoi aujourd'hui les chauffeurs doivent ou peuvent gréver. Et je dirais que tout ça, c'est parce que personne dans ces pays ne cherche à faire son travail. Disons que ceux qui sont commis à réguler la circulation, à essayer d'encadrer les chauffeurs puissent faire leur travail. Vous allez voir sur nos artères, le roulage, ceux qui régulent les routes, au lieu d'être là pour réguler la circulation, beaucoup sont là pour essayer de recevoir un petit rien de main de chauffeur. Et quand le chauffeur vous donne quelque chose, je ne pense pas que ces chauffeurs-là demain va vous respecter quand il aurait peut-être commis une infraction. Premièrement, je m'aimerais rappeler à tout le monde que toute personne, où qu'on soit, que chacun puisse faire son travail. Que la police, les roulages notamment, qui sont censés à réguler, à mettre de l'ordre sur nos acteurs, puissent bien faire leur travail. Qu'ils puissent abandonner cette façon de faire, de pouvoir s'enrichir auprès des chauffeurs, c'est que mon
mon prédécesseur a dit, que c'est comme s'il existait tout un système où ceux qui sont détachés sur la voie publique perçoivent quelque chose et c'est les partager avec leurs autorités. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, au niveau des chauffeurs, que les chauffeurs puissent mettre dans leur tête qu'ils sont là pour circuler et conformément à la loi. Nous sommes dans un pays où il y a des lois notamment en rapport avec la circulation routière et que chaque chauffeur puisse le respecter. Si seulement le chauffeur pouvait le respecter, on n'aurait pas des embouteillages, ce qu'on a toujours déploré, on n'aurait pas des infractions créées de toutes pièces par les policiers et on n'aurait même pas aujourd'hui cette grève. La grève survient parce que les chauffeurs ont constaté qu'il y a trop de tracasseries. Trop de tracasseries, pourquoi? Parce que eux, de leur côté, ils ne veulent pas respecter les normes routières et de l'autre côté, les policiers ou les roulages ne veulent pas faire le travail pour lequel donc les responsabilités sont partagées. Oui, les responsabilités sont partagées des deux côtés. La police, notamment le roulage, ne veulent pas se limiter à leur travail. Le travail de pouvoir réguler la circulation comme il se doit. Ils vont au-delà de ce travail. Donc, disons, ils vont rationner les chauffeurs notamment, rationner tous ceux qui circulent sur la voie publique, alors que les chauffeurs de leur côté, du fait qu'ils donnent un peu d'argent au roulage, ils se croient être permis à tout faire, à tout réaliser. Alors, raison pour laquelle moi, je serai en train de demander à tout le monde, le chauffeur et la police, que chacun puisse faire son travail. Et aussi à nous, la population, de faire respecter les lois du pays. Comment vous trouvez quelque part où vous avez besoin de prendre les transports et vous savez que le trajet coûte 500 francs, mais les chauffeurs, là où vous êtes, tous les receveurs, vous disent que ça doit coûter 2000 francs. Normalement, si nous sommes un peu plus sérieux, on ne peut pas prendre ces camions, on ne peut pas monter. Hein. Il faut refuser. Et une fois qu'on va refuser de monter, de prendre des transports où les chauffeurs se permettent de mettre la tarification comme ils le veulent, ceux-là seront contraints de revenir à la normale. Voilà, pour mettre fin à la spéculation des prix des transports en commun. Normalement. Alors, Christian Moleka, votre analyse également par rapport à ces situations de difficultés de transport ce matin avec la grève des conducteurs des taxibus. Les chauffeurs de taxi, lorsqu'ils ont annoncé leur grève, ont présenté 3 griefs. Premièrement, c'est la multiplicité des contrôles avec les BS donnés par les ministères des Transports. Deuxièmement, c'est la multiplicité des agents sur le terrain qui œuvrent dans le secteur du transport, tout le monde y œuvre. Et puis troisièmement, les tracasseries. J'ai vu que mes co-débatteurs ont mis l'accent sur la tracasserie. Mais moi, j'aimerais bien commencer par les 2 premiers sujets, notamment concernant les multiples BS. Depuis l'arrivée du gouverneur Gentini Ngobila, il s'est multiplié énormément de taxes dans le secteur du transport. Bon, ça peut s'expliquer du fait que lorsqu'il est arrivé, la taxe principale de la ville, qui est la vignette, il avait du mal à gérer la vignette parce qu'il y avait des contentieux avec l'ancien gouverneur qui est parti et donc la ville n'avait pas beaucoup de recettes. Et donc ils ont tenté d'élargir l'assiette, mais en s'appuyant beaucoup sur une catégorie qui est les transports en commun. Et donc on a multiplié énormément de taxes dans le secteur du transport. Que ce soit en termes de... On a refait les prix pour les collages, pour la peinture, les taxes, les parkings, tous les documents, tout ce qui... Et donc il y a énormément de documents qu'on a produits en 5 ans dans un seul secteur. Donc la ville a mis l'accent sur le secteur routier comme source de perception des recettes parce qu'il avait des difficultés à avoir au niveau de la vignette et ça surcharge le secteur. Conséquence, c'est chaque mois qu'il y a un baisse qui sort pour le transport. Chaque mois. Hein? Vous avez les gens des transports dans les routes, qui sont en train de contrôler, et ça crée des éléments je dirais, de tension, parce que les chauffeurs sont acculés par le fait qu'il y a une répétition des contrôles par d'abord les nombres de baisses signés par le ministre provincial du transport. Ça, c'est une préoccupation. C'est des trop, oui. Les contrôles, c'est vrai, mais il faut faire respirer. Le secteur du transport aujourd'hui dans la ville de Kinshasa ne paye plus. Pourquoi?
Mais parce que déjà, il y a énormément de transports de catch, il y a énormément de motos, maintenant il y a énormément de tricycles. À telle enseigne, il y a les carburants qui montent, il y a trop d'embouteillages, à telle enseigne que le véhicule, ça coûte rien. Essayez de vous renseigner, le versement d'un catch aujourd'hui, c'est 30 000 francs. Donc, c'est même pas 20 $. Donc, vaut mieux avoir une moto, un tricycle, qu'avoir un taxi. Et donc, avec un versement à 30 000 francs, avec les bouchons, les embouteillages, avec toute la concurrence des privés, des particuliers, des motos, des tricycles, lorsque vous mettez la pression en termes fiscaux sur un même secteur, vous mettez les conditions dans les conditions de difficulté. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est une conséquence de toutes ces frustrations liées au fait que le secteur est déjà compliqué, la concurrence elle est rude, les recettes sont faibles, mais la pression fiscale elle est forte. Ça c'est de 1. Et donc, il y a énormément de personnes maintenant qui interviennent dans le contrôle des documents au niveau du boulevard. Les agents de transport du ministère des Transports qui sont là, des fameux bureaux 2 dont on ne connaît pas le métier, mais qui sont là pour également circuler. Vous avez les roulages habituellement, la police des roulages que nous avons, et puis désormais vous avez les Oudjana qui viennent s'ajouter. Et donc, non seulement il y a cette pression en termes de documents, des taxes, il y a une pression des personnels qui sont ajoutés et chacun contrôle à sa manière, comme il veut, et à un moment donné, ça devient comme une vache à lait, que tout le monde veut traire, et donc nous en payons aujourd'hui les prix, parce que cette pression-là pousse les chauffeurs à protester. Donc il faut éviter les problèmes de la pression fiscale ou parafiscale que la ville exerce sur le secteur uniquement du transport. Il faut vider les problèmes de tout ce qui intervient dans le secteur du transport. Les bureaux 2, ils ne sont pas au boulot d'aller arrêter les véhicules. Ils sont là pour faire le renseignement. Si les bureaux renseignement, qu'ils fassent les renseignements. Mais comment les bureaux 2 se mettent à Kinshasa à arrêter les véhicules? Et parfois, ils utilisent même des civils. Le fameux unité Oudjana, mes co-débatteurs l'ont évoqué ici. Les Oudjana ont été formés, non pas comme policiers. À l'origine, ils ont été formés comme FARDC. Les Oudjana? Oui, ils ont reçu la formation militaire. Ce n'est que dans le contexte électoral de 2018, comme on avait un besoin en effectif, qu'ils ont été réversés. C'est des gens qui n'ont pas reçu la formation de la police. Et donc, qui devaient en principe être recyclés avant de devenir être réversés de la police. Et si vous regardez l'attitude des Oudjana, vous avez l'attitude qui n'est pas l'attitude des policiers. Nous avons un sérieux problème de formation et de recyclage. Parce qu'on forme le militaire FARDC, on le forme pour anéantir l'ennemi. Le but du militaire, c'est d'anéantir l'ennemi. Mais quand on forme le policier, qui a une mission civile, c'est de protéger, et même lorsqu'il rétablit l'ordre, il est très différent du militaire. Donc quand vous avez formé des gens pour être des supplétifs dans l'armée, et que vous les réorientez dans la police, mais vous avez les conséquences que nous avons aujourd'hui dans le comportement de ce que nous appelons Oudjana. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Soit on les ramène au niveau des FARDC, où ils ont été formés naturellement, soit on les recycle, et l'académie de police a été créée pour ça, que le gouvernement mette les moyens pour que l'académie fonctionne et qu'ils soient reformés comme policiers. Parce que présentement là, ce qu'ils affichent comme comportement, ce n'est pas le comportement des policiers, mais bien évidemment des militaires. Et puis, moi j'aborderai peut-être un autre point que les co-débatteurs n'ont pas abordé, c'est l'inspection générale de la police. Mais pourquoi le pays a créé l'inspection générale de la police? Dans la police, nous avons le commissariat général et nous avons l'inspection. Mais l'inspection, c'est la police de la police. C'est d'ailleurs la fille aînée de la réforme de la police. Lorsqu'on a commencé la réforme de la police, l'inspection générale de la police est née de la réforme pour avoir un service d'audit et d'évaluation du travail de la police. Ceux qui sont censés vérifier que les policiers appliquent la loi, c'est l'IG. Donc ce n'est pas à nous ici dans les plateaux, en principe, de dire la police fonctionne mal. Parce que l'IG dispose des moyens comme inspection. Ils ont un endroit où aller répondre de leurs fautes. Il dispose des moyens comme inspection, d'auditer, d'évaluer la mise en œuvre de la police. Est-ce que l'IG fait son travail? Parce que eux qui sont censés évaluer l'application de la loi par la police. Est-ce que l'IG estime aujourd'hui que la police applique bien la loi? Par sa manière d'agir. Donc si nous n'avons pas intériorisé le mécanisme pour lequel on a créé l'IG, à savoir servir de contrebalance à la commissariat générale ou des polices et donc d'audit, nous avons une police qui n'a qu'une seule jambe. Mais cette police-là qui n'a qu'une seule jambe ne va pas bien fonctionner parce que l'agent qui est sur le terrain, même s'il répond à sa hiérarchie, à son commandement, mais son commandement est contrôlé par l'IG. Donc nous devons avoir ce deuxième pied qui est l'IG, qui doit fonctionner réellement
pour servir de contrebalance au travail fait par le commandement et par le commissariat général. Si l'IG ne fonctionne pas, vous n'aurez pas le contre-pied nécessaire au bon fonctionnement de la police. Parce que vous avez une police qui doit être professionnelle et qui doit avoir lui aussi la pression d'un contrôle. Et c'est l'inspection générale qui sert de pression des contrôles. Donc si on ne règle pas la problématique de l'IG, si on ne vide pas la problématique du gouvernement provincial en termes de pression fiscale sur le transport, si on ne règle pas le problème du nombre d'agents dans la circulation routière, ben nous aurons encore des marches comme ça, des grèves comme ça dans les jours à venir. Et je crois que ce sont des fonds qu'il nous faut aborder. Et si on ne les vide pas, malheureusement, dans une ville de 10 millions d'habitants ou 15 millions d'habitants, où vous avez un transporteur public qui n'a que 200 bus Transco, ça veut dire le monopole du transport en public, c'est les privés. Ok, mais les conducteurs aussi ont leurs responsabilités, c'est pas seulement du côté de la police. Bien évidemment, parce que il y a ce qu'on appelle le civisme routier. Se supposer que celui qui conduit, c'est un citoyen. Et donc, il a passé son permis, il connaît les règles de la route, et ensuite, il est en règle en termes de documentation pour la voiture ou son véhicule. Mais qu'est-ce que nous avons chez nous? Nous avons des gens qui n'ont pas parfois leur permis, qui ont appris sur un terrain de football, on sait comment on apprend chez nous pour apprendre à conduire, et qui n'a aucun document pour son véhicule, et qui sort sur la route et fait du gangsterisme de chemin. Donc nous avons un problème de civisme. En fait, les citoyens n'existent presque plus, nous n'avons plus de citoyens. Donc si vous n'avez pas de citoyens dans la ville, il ne faut pas compter avoir les citoyens dans la rue, ou dans les routes. Nous manquons des citoyens dans la route. Et ce qui se passe à Kinshasa, si vous êtes dans notre ville, vous ne vivez pas ici, vous vivez ailleurs, vous venez, vous n'allez pas conduire. Parce qu'il y a un banditisme routier qu'on a normalisé dans les dépassements, dans les manières de conduire, le non-respect des vitesses, le non-respect des signalisations et des bandes. C'est connu de tout le monde. Le roulage peut fermer la circulation, les chauffeurs ils vous passent, les motos n'en parlons même pas. Donc il y a un problème de civisme routier très profond, de culture fiscale très profond, parce que beaucoup ne payent pas les droits liés à la ville et ils pensent que c'est une punition. Alors que payer les impôts, les taxes, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction, c'est une obligation en tant que citoyen. C'est votre façon également de contribuer au fonctionnement de la ville, parce que vous avez besoin des routes, vous avez besoin qu'on signale les routes, mais pour ça il faut de l'argent. Mais si on n'a pas la culture fiscale, si on n'a pas appris aux citoyens qu'il faut payer la taxe pour la route, qu'il faut avoir son permis, il faut respecter les lois, eh bien vous avez ces banditismes-là qu'on vit dans la route. Malheureusement, vous prenez les phénomènes, peut-être ici en centre-ville, vous ne les voyez pas. Nous qui venons de Tchangou, nous voyons ça. Les phénomènes Wewa avec, pas les motos, les tricycles là, en forme de brouettes. Mais la majeure partie des conducteurs, c'est des enfants. Des mineurs parfois. Comment des mineurs peuvent se retrouver en conditions de travail durables et douloureuses comme ça sur le boulevard? Et ils font du contresens, ils conduisent à grande vitesse, musique, et parfois, comme chez nous on ne fait pas les tests d'alcoolémie, parfois ils s'enivrent. Alors face à cette double responsabilité du côté des conducteurs et du côté de la police, la régulation, comment y remédier? L'État, reconstruire l'autorité de l'État. Notre problème, c'est l'État qui ne répond pas à ses obligations. L'État a pour obligation de bien former les policiers, lorsque nous parlons de l'Ujana. L'État a pour obligation de garantir les permis de conduire. Nous sommes dans une ville où il n'y a plus de permis de conduire. Il n'y a plus de permis. Donc il n'y a plus de permis, ça fait autant d'années qu'il n'y a plus de permis de conduire. Donc même si vous voulez avoir un permis, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc l'État a sa part. Ensuite, éduquer les citoyens à la culture fiscale. Et éduquer les citoyens et sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Mais pour cela, il faut que l'État exerce d'abord sa mission. Ensuite, les citoyens n'ont pas que de droits. Les citoyens ont également des obligations. Et payer l'impôt, payer les documents pour son véhicule, acheter la taxe de parking, c'est une obligation. Et nous, en tant que citoyens, nous devons, autant nous sommes exigeants pour l'État, pour demander la route, pour demander qu'on arrange les choses, nous devons également savoir que pour que l'État arrange ça, il a besoin d'argent. Et c'est nous qui donnons l'argent à l'État. Si les gens n'inculquent pas ça dans leur tête, que ce sont eux qui sont pourvoyeurs des moyens à l'État
pour qu'il arrange les choses. Il faut aussi qu'ils voient aussi la destination de l'argent et de l'argent qu'on a payé, voilà, on a arrangé les Oui, routes, mais commencez par donner, puis exiger. On ne peut pas exiger sans donner. Merci Christian Moleka, on passe à un autre sujet. C'est très important que je complète un petit mot parce que ici, la revendication est partie des conducteurs vers les autorités du pays. Et si c'était une revendication des autorités vers les conducteurs, on ferait les analyses sur le comportement des conducteurs. Évidemment, j'ai toujours fait des propositions, je disais, de mon point de vue, qu'il y a un problème d'éducation, un problème de civisme, comme a dit mon frère, un problème de savoir-vivre. Et je faisais même des propositions, j'allais plus loin pour dire qu'il serait mieux qu'on ait comme conducteur qu'un celui qui détient ne fût qu'un diplôme de D6. J'exagérais un peu. Parce que quand vous regardez leur comportement, vous dites, mais est-ce que c'est un homme normal dans une cité des gens normaux ou il est dans une jungle? Ça, c'est facile à se poser comme question. Mais simplement, on ne sait pas creuser ce côté-là du fait que la revendication est partie des conducteurs vers les autorités. Et ce qui a provoqué comme conséquence, la ville aujourd'hui est paralysée. Il n'y a pas de circulation. Qui n'a jamais pris la moto prendra la moto aujourd'hui. Voyez-vous? Alors maintenant, cette revendication-là trouve son problème spécifiquement à quel niveau? Quand vous suivez les points de vue des conducteurs, mon frère a bien dit, il a développé des bons thèmes, j'ai beaucoup aimé, mais plus le comportement de l'agent commis pour réguler la circulation. Principalement le policier. Et c'est comme ça que j'essayais d'analyser le comportement de ce policier qu'on envoie maintenant à la place publique. Comment il est traité? Qui est-il? Comment il agit? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Et voilà, c'est de cette manière. Mais je pense aujourd'hui, comme c'est un exercice que nous faisons, un exercice pédagogique, je crois, mais nous devons être à mesure d'identifier ne fût-ce que ces points chauds, où ces opérations se font, au vu aussi de tout le monde. Moi, je peux citer ici à Baramoto. Vous ne serez pas passé sans qu'on vous arrête. Sans n'avoir rien fait à Baramoto ici. Vous allez sur le robot ici à Pont-Kabi. Mais tu ne passes pas. Et là aussi, la circulation pose problème, la régulation pose problème. Chacun prend son sens comme il veut. Et ils sont là. Leur problème, leur priorité, c'est voir qui peut nous faciliter l'argent. Et là, vous ne passez pas facilement. Encore plus loin, non loin du côté du palais du peuple. Ils sont encore là. Ceux qui étaient sur le boulevard ici ont quitté parce qu'ils ne sont plus sur l'avenue du Port. Mais maintenant, ils sont sur l'avenue Willery. Voyez-vous, il y a des endroits comme ça vers Massina, parce que je ne fréquente pas trop, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de points chauds. Quand vous allez au rond-point Gaba, c'est encore pire. Ce sont des endroits comme ça que l'IG, comme le frère venait de dire là, peut maintenant envoyer ses inspecteurs pour observer le comportement de l'agent commis à réguler la circulation. Et va comprendre qu'ils font ceci. Et d'ailleurs, il les voit parce qu'ils passent par là. Et voilà pourquoi nous proposons des sanctions dures contre de tels agents pour que de tels comportements ne se répètent pas. Ça fait la honte de notre capitale. Merci Pascal. Alors on parle du sommet de la CIRGL tenu à Luanda. Des résolutions, on parle du déploiement de la force de la SADC, on parle du précantonnement de rebelles du 1-23. Alors la force de la SADC sera déployée, en même temps l'EAC est là avec les Burundais, les Kenyans et les autres. La grande question que les gens se posent, c'est par rapport à la cohabitation. Est-ce qu'il n'y aura pas encore, on ne peut pas déjà parler d'une autre guerre entre les éléments de la SADC et ceux de l'EAC? Il s'agit d'un problème qui date, la question de l'Est. Je m'en souviens, j'étais encore étudiant en 2000-2001. J'ai tombé sur un ouvrage écrit par Charles Nana, aujourd'hui, qui vient d'écrire une fois de plus sur le Congo. Il parlait du génocide rwandais. C'est un ouvrage qui m'avait été donné pour lecture par ma condisciple Ramazani Bahati, la petite sœur de Ramazani Chadari. Okay. Et quand j'avais lu l'ouvrage à l'époque, vous allez comprendre comment Paul Kagame avait ses pieds en République démocratique du Congo. Après le prétexte du génocide, et il avait les pleins pieds en République démocratique du Congo. Et je m'interrogeais toujours, depuis lors, on n'a jamais creusé la question normalement.
Et quand je suis l'auteur, revenir sur un autre ouvrage, encore sur la République démocratique du Congo, vous allez croire comme s'il était congolais, mais il s'exerce, et alors que lui n'est qu'un Camerounais, mais il a en fait un problème pour la République démocratique du Congo. Et nous autres là, c'est dans les postures positionnelles, et nous pensons que nous sommes en train de résoudre le problème, alors que nous créons des problèmes nous-mêmes, nous sommes en train de nous détruire. Oui, entre ces structures, la question de la cohabitation peut se poser, évidemment, surtout lorsque nous prenons on les appelle encore comment, la EAC. Nous l'avons dit, nous l'avons décrié ici, nous avions démontré qu'ils sont composés par les Tutsis. Quand vous prenez le Kenya, vous prenez l'Ouganda, vous prenez le Burundi, c'est des Tutsis. Est-ce qu'ils pouvaient, en tout cas, en toute sincérité, venir aider la République démocratique du Congo? Sur ce plateau, nous avions démontré qu'en tout cas, ce n'est pas possible. Et nous avions me déconseillé pour qu'on continue dans ce schéma-là. Mais aujourd'hui, on a pris de nouvelles orientations avec la CIRGL, avec la SADC. Je pense, c'est dans cette voie qu'on peut trouver solution. Mais parce que l'EAC est encore là, on ne peut pas ne pas maintenant réfléchir sur la question ensemble avec eux pour que de nouvelles orientations soient prises. C'est comme ça qu'on a réfléchi avec eux. Parce qu'ils sont encore là. Le mandat était fini, je pense. Je ne sais pas si on a encore prorogé. On a prorogé de 3 mois, oui. Dans quelle manière, ensemble, on peut trouver solution à cette question de retrait, de cantonnement, évidemment, et aussi qu'est-ce que je peux, de réintégration dans la vie sociale. Parce qu'on a ciblé, je crois, 2 pôles. Il y a un pôle au Maniema, il y a un autre pôle quelque part, où ces éléments de M23 devraient maintenant être cantonnés pour les retransformer. Par le passé, on n'a pas réussi. On a tenté comme ça, ils intégraient l'armée. Mais la question fondamentale que moi je me pose, c'est que quelle est la contrepartie? Ils ont fait la guerre. Ils ont occupé des espaces. Nous les demandons maintenant de reculer. Ce n'est pas que nous les avons gagnés. Mais quelle est la part qu'ils ont gagnée? C'est là le non-dit. J'aurais voulu qu'on communique également à la population, qu'on comprenne que, en échange, en discussion, il y a eu ça. C'est très important. Parce que je ne vois pas de mon point de vue, scientifiquement parlant, comment des gens qui ont conquis des espaces, qui quittent ces espaces-là, et gratuitement comme ça, et acceptent tout ce que vous allez les dire. Et alors que nous connaissons, si vous aviez suivi bien Charles Nana, et si vous suivez bien l'histoire de notre pays, vous allez comprendre le plan et le pourquoi du Rwanda, je vais parler de Paul Kagame, sur la République démocratique du Congo, à travers ces militaires qui sont des Rwandais d'ailleurs, qui se disent Congolais, mais M23. Est-ce qu'ils ont résolu le problème à ce niveau-là pour qu'ils acceptent ce qu'on propose? Et voilà pourquoi, de mon point de vue, je pense que le problème est encore très compliqué. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la première fois. On a connu avec Nkunda, le CNDP. On a connu avec le M23 en 2012. On vient de connaître encore une fois de plus avec le M23 aujourd'hui. Il faudrait qu'on peaufine encore d'autres stratégies, qu'on réfléchisse encore, cette fois-là, dans l'unité congolaise, pour que finalement, on trouve une solution définitive. Si nous, Congolais, nous sommes toujours dans la distraction, dans la séparation, dans les divisions, dans ces conditions, surtout dans cette période électorale, où souvent il y a des tensions, je crois qu'on ne se sert pas, nous sommes en train de nous desservir. Alors, Christian Moleka, je reviendrai avec vous, M. Ekamba. Il y a cette préoccupation par rapport à la cohabitation, parce que la CRG a accepté les déploiements de la force de la SADC et met sur place tous les points que l'M23 est en train de céder, c'est l'EAC qui occupe. Alors, comment ça va se passer selon vous? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème par rapport à la cohabitation? Est-ce qu'on ne peut pas assister demain à une guerre entre les forces de la SADC et l'EAC? Quelle est votre analyse? C'est très complexe parce que pour que l'EAC soit déployé, on a mis en place un comité opérationnel intégré qui a permis à ce que comment je peux dire, on découpe les zones d'occupation pour chaque composante militaire des pays et des contingents qui viennent chez nous. Par exemple, les Burundais sont dans la plaine de Ruzizi,
les Kenyans devaient entrer par Bunagana, mais c'est les Ougandais qui sont maintenant là, et ainsi de suite. On a coupé les zones d'influence pour chaque armée. Et donc, si on veut donner de la place aux troupes de la SADC, ça suppose qu'il y aura encore d'autres commandements intégrés qui prennent compte alors cette fois-ci du commandement EAC et commandement SADC pour avoir des points de jonction, des partages d'informations, ce qui va complexifier la chaîne de commandement. Ça veut dire que vous aurez beaucoup plus des zones de concertation sécuritaire pour avoir des mouvements coordonnés. C'est complexe comme architecture et pour que ça se répercute sur le terrain, c'est très complexe. Donc on va avoir un appareil très lourd à mettre sur le terrain. De mon point de vue, il aurait fallu faire partir l'EAC et remplacer par la SADC. D'autant plus que... C'est dans 3 mois déjà. C'est dans 3 mois, c'est vrai. D'autant plus que la SADC s'appuie sur la feuille de route de Luanda, qui également invoque précantonnement du M23 à Rumangabo. Mais vous verrez également qu'au niveau de l'EAC, il y a une même démarche qui est mise en place, à savoir mettre en place une équipe d'observation avec la MONUSCO, qui va également étudier les conditions de précantonnement. Ça veut dire, si ce n'est pas du double usage, mais c'est des démarches pas opposées, mais parallèles, qui vont dans le même secteur. Donc à un moment donné, nous aurons beaucoup de difficultés à essayer de concrétiser ça. Moi, je crois que le gouvernement congolais a intérêt à mettre plus de clarté dans ses décisions sur le terrain et essayer, dans cet imbroglio, de récupérer la chose. Par exemple, pour récupérer la chose, de mon point de vue, tout le monde parle du désarmement et de la réinsertion, c'est-à-dire du DDR. Mais il y a un programme national DDR qui existe, le PDRSS, validé depuis août 2022, et qui peine à décoller en partie en cause des financements. Si le gouvernement de la République prenait en charge toute l'enveloppe DDR et n'est pas attendre des partenaires, c'est un moyen de nous approprier déjà la phase DDR du processus. Parce que nous dépendons beaucoup des partenaires, DDR1, DDR2. Nous sommes aujourd'hui au DDR4. Et les partenaires n'ont jamais tenu concrètement leurs engagements. Ils vous donnent un montant à exécuter, ils n'arrivent jamais à exécuter l'ensemble et les programmes ont toujours des difficultés. Donc, si nous voulons, comme nous Congolais, nous sommes les plus préoccupés sur la sécurité, mais reprenons le financement total du programme DDR. De sorte que la partie DDR dépende essentiellement de l'État congolais. Ce seraient des pistes de solutions, de mon point de vue, qui nous permettent de nous... Parce que la complexité de la question aujourd'hui fait que nous sommes en co-souveraineté et nous renforçons la co-souveraineté. Or, cette co-souveraineté-là participe à affaiblir l'autorité de l'État dans ces zones-là. Et donc, nous les Congolais, nous aimons beaucoup parler balkanisation, mais lorsque nous sommes en train de sous-traiter la sécurité, dans l'imaginaire des populations, nous construisons également l'imaginaire d'un État faible, qui a chaque fois besoin de béquilles pour se faire soutenir par les autres. Et donc, nous avons besoin de conforter dans la tête de nos concitoyens que c'est l'État qui est le premier levier. Je vais finir par peut-être un exemple. La France a été occupée par l'Allemagne. Vous savez, lorsque les Alliés ont fait les grands débarquements et qu'ils ont pris les plages pour avancer vers Paris, le général de Gaulle a demandé que pour la prise de Paris, que ce soit les soldats français qui entrent en premier. Pourquoi? Parce qu'il fallait construire dans la tête des Français que ce sont les Français qui ont libéré leur pays. Pas les autres. Et pas les autres. Malgré que le débarquement était mené par les Alliés, malgré toutes les avancées, mais pour entrer dans Paris, ils ont négocié pour construire l'image que ce sont les Français qui ont libéré Paris. Ils étaient en avant-plan. Oui, et les Alliés ont accepté finalement de laisser les soldats français entrer en premier. Mais ce sont des éléments d'image nécessaires pour une nation. Quand vous mettez en place des mécanismes multilatéraux comme ça, où est la place à la fierté nationale qui permettent au Congolais de dire, voilà, nous nous sommes battus pour le notre pays. Donc des projets comme PDDRS peuvent être des moyens pour dire, nous Congolais, nous avons nous-mêmes récupéré
cette partie de la dimension de la souveraineté et nous voulons le réaliser. Mais pour ça, il faut que les impulsions soient politiques et donc du gouvernement. Ça va aussi de l'honneur. Hein, il en va de la fierté, de l'honneur et surtout de la construction de l'image de la nation dans la tête des citoyens. Alors, dans le sommet de la CRG, on a évoqué la question du précantonnement de la force de rebelles du M23. Mais lorsqu'on sait qu'ils avaient des revendications, est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, ça sera facile? Est-ce qu'ils ont laissé tomber leurs revendications? Il y a des contacts informels qui sont faits, même si officiellement il n'y a pas de contacts. Il y a des contacts informels qui sont établis. Néanmoins, Kinshasa maintient sa position de ne pas avoir les discussions formelles avec le M23. Et M23 a rejeté sa position? C'est pour ça que nous sommes en quelque sorte dans une sorte d'impasse. Parce que les derniers rapports parlent d'un renforcement militaire du M23. On a même parlé d'une volonté de prendre la ville de Goma. C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes dans une impasse parce que pour qu'ils déposent les armes, soit il faudra l'usage de la force offensive. Et je crois que c'est pour ça que Kinshasa insiste sur le recours à la force offensive. Est-ce que la SADC viendra recourir à la force offensive? C'est que jusque-là, ça a été dit comme tel. Jusque-là, oui, mais ça a été dit depuis l'accord de Luanda, parce que l'accord de Luanda disait, au bout de 5 jours, s'ils ne déposent pas les armes, c'est désarmement forcé. Et lorsqu'on parle de désarmement forcé, ça supposait déjà l'usage offensif de la force, ce qui n'a pas été le cas. Les 5 jours sont passés depuis très longtemps. Avec l'EAC, c'est difficile. On a vu le commandement ougandais tergiverser sur l'usage de la force. Donc, si on n'a pas l'usage de la force au niveau de la SADC, mais on sera toujours dans les bonnes intentions et on ira de table ronde en table ronde, alors que la société ne va pas évoluer. Voilà. Tournons déjà vers la fin. Monsieur David Ekamba, votre analyse, votre lecture par rapport à ce sommet de la CRG qui s'est tenu le week-end à Luanda. Merci beaucoup. Par rapport à ces sommets, moi particulièrement, je suis en train de constater que notre pays est en train de léguer sa sécurité aux autres, ce qui n'est pas bon. Certes qu'ils viennent nous aider, mais nous devons nous poser la question, ils vont nous aider jusqu'à quand? Parce que premièrement, c'était avec l'EAC qui devrait nous aider à pouvoir, disons, se séparer de M23, mais jusqu'alors, on n'a pas encore senti leur apport étant présent dans notre pays. Mais nous constatons que maintenant, il va s'ajouter la SADC. Vous avez bien posé la question, est-ce qu'il y aura un problème de cohabitation entre les deux forces régionales? Et nous nous demandons si seulement il y aurait, disons, un problème de cohabitation qui va devenir notre pays. Donc nous allons être là en train de constater que les étrangers viennent se chamailler, se battre dans notre pays, alors que nous, étant indépendants, nous avons aussi une armée. Et nous, moi, mon analyse va plus dans le sens que le gouvernement doit permettre à ce que notre pays soit capable de se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Nous devons arrêter de pouvoir léguer la sécurité de notre pays aux autres. Pourquoi? Parce que nous allons un jour devenir comme l'Ukraine, qui est actuellement, dont sa sécurité dépend totalement de l'Occident. Ce qui ne sera pas bon pour nous. Mon co-débatteur d'en face venait de dire tantôt que nous sommes ici en mauvais terme avec les Nilotiques. Alors, vous allez voir que, selon moi, il se prépare quelque chose d'affaiblissement. Disons, l'EAC, toutes ces communautés régionales cherchent à nous affaiblir et à nous maintenir dans un état de dépendance. Et nous allons continuer à dépendre à l'extérieur jusqu'à ce que la RDC ne sera plus cet état-là qui était jadis connu comme état, un état fort, indépendant. Voilà, et je conseillerais, pour terminer, je conseillerais aux autorités actuelles de pouvoir plus mettre les moyens sur notre armée afin de le rendre capable de sécuriser les différentes frontières de notre pays. Voilà, nous avons fini. Pascal voulait ajouter quelque chose. Une petite précision, parce que ce n'est pas que les autorités croisent les bras, parce que nous faisons partie de l'EAC, nous faisons partie de la CIRGL, ainsi de suite, et puis nous croisons les bras. Non, le problème, il faut voir d'où nous venons en toute réalité. Avec notre armée, nous avons aujourd'hui plusieurs infiltrés dus au brassage qui nécessitent encore longtemps, un peu du temps pour la formation du vrai ou de la vraie armée nationaliste congolaise, cette fois-là, qui pourra nous défendre, vous défendre normalement. Quand vous regardez la composition de notre armée,
des gens qui occupaient des hautes fonctions dans l'armée n'étaient pas forcément des Congolais. Alors, cette lecture, sûrement, je sais que vous êtes de l'opposition, vous ne saurez pas la dégager, vous allez responsabiliser directement ceux qui sont au pouvoir alors qu'ils viennent d'hériter, n'est-ce pas, une situation très difficile. Il faut maintenant une lecture très pointue, très juste, pour qu'on assainisse correctement ce corps par, n'est-ce pas, l'identification des infiltrés, des non-congolais qui font partie de notre armée. C'est simplement de cette manière qu'on peut récomposer les choses. C'est ce qui est en train d'être fait pour que cette fois-là, on ait une armée forte. Tout en attendant, il est de bonne loi de composer avec des structures sous-régionales et régionales pour que finalement, on tente de retrouver la paix dans la partie est de notre pays. Voilà. Merci Pascal, merci David Kamba. Kamba. Merci Christian Moleka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Bongafula, Karine Bébé, Mouro Ndjambe. Merci à toute l'équipe technique. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec les mêmes